Bonjour à tous, bienvenue dans Parlons d'Europe, l'émission qui est proposée par la Maison de l'Europe de Tours, qui est aussi un centre d'information Europe Direct. Et aujourd'hui, je reçois Monsieur Patrick Salaise. Bonjour à vous. Bonjour, merci madame. d'être venu. Alors, vous êtes enseignant en aménagement à l'Université de Poitiers et puis vous êtes aussi un ancien fonctionnaire de la Commission européenne et vous êtes membre du réseau de conférenciers Team Europe. Donc, vous êtes vraiment la bonne personne pour parler d'Europe et je vous remercie d'être venu. Alors, on va aujourd'hui aborder un sujet important qui est la politique agricole. Politique agricole, est-ce que c'est un défi européen, un défi national? Point d'interrogation. Alors, avant de vous poser une question, je rappelle quand même pour tous nos auditeurs que l'agriculture, c'est une compétence commune de l'Union européenne. Ça veut dire que les États ont délégué à l'Union européenne le soin de s'en occuper depuis fort longtemps, puisque la première politique agricole commune, c'était 1962 et on peut résumer peut-être de manière brève en disant que l'agriculture française s'en est plutôt bien portée et bien sortie. Donc aujourd'hui, les choses sont un peu changent et on va un peu voir ensemble ce que c'est. Alors d'abord, ma première question un peu béotienne, qu'est-ce qu'on appelle politique agricole quand on parle du niveau européen et au niveau national? Quel est le sens de ce mot? Oui, alors pour le titre dont vous parlez, tout d'abord, défi national ou défi européen ou défi national, je répondrai toujours les deux, mon général. Et pour votre première question, donc, et comme les suivantes, on se placera toujours au niveau européen puis au niveau français. Alors au niveau européen, qu'est-ce que cette PAC? C'est une politique qui soutient les revenus des agriculteurs, leur position sur les marchés, et ceux des forestiers, et également les filières, c'est-à-dire toute l'industrie agroalimentaire. Elle ne s'occupe pas à elle seule de l'alimentation, il faut le préciser. C'est un défi important, parce que qu'est-ce que c'est que ces agriculteurs au niveau européen, 13 millions d'agriculteurs. Ces entreprises agroalimentaires, 15 millions. 15 millions. Au total, 45 millions d'emplois aujourd'hui sont concernés par ce secteur. Oui, le budget, c'est pas rien. Le budget de la PAC, c'est aujourd'hui 58 milliards d'euros par an, c'est-à-dire pour un budget qui fait à peu près 160 milliards, c'est près de 40% du budget de l'Union européenne. Grosse politique et ancienne politique, comme vous le disiez. En France, on est à un peu plus de 9 milliards d'euros, donc près de 17-18% de l'ensemble du budget. Alors la tâche est difficile parce qu'il faut concilier plusieurs objectifs pour cette PAC. Assurer la compétitivité de l'agriculture, le remplacement des agriculteurs retraités, les conditions de production donc, qui soient favorables à l'environnement, une alimentation sûre, une alimentation de qualité, qui soit abordable et qui soit variée. Les contraintes sont de plus en plus fortes à ce sujet, on le sait. Et enfin, on l'oublie souvent, il faut aussi assurer la viabilité et le développement équilibré des territoires ruraux. C'est une politique qui est partagée donc avec le niveau national, qui va ajouter ses spécificités et puis qui va bien sûr traduire cette PAC en fonction de ses besoins et de ses territoires. Alors en France, par rapport à ce que j'ai donné comme défi, on va privilégier l'élevage, le soutien aux zones défavorisées et l'installation des jeunes agriculteurs. Alors justement, puisqu'on est en train de parler de la France, dans l'agriculture européenne, quelle place elle occupe? Comment on peut la mentionner, France, vous avez dit que cette PAC avait profité à la France. Oui. C'est vrai, la France est le premier pays producteur du point de vue agricole. 75 milliards d'euros de production, c'est quand même énorme, 18% de la production totale. Par exemple, elle est, on le sait, le premier producteur de céréales, 58 millions de tonnes de céréales en France. Et son excédent agroalimentaire est important. À l'heure où nos exportations sont déficitaires, pour la France, c'est 10 milliards d'euros de bénéfices. De bénéfices, oui, c'est quand même important. Oui. Ce qu'il faut dire, tout de même, le tableau n'est pas aussi favorable que ça dans l'évolution, c'est que la France a été dépassée récemment en tant qu'exportateur par les Pays-Bas et est en passe d'être rattrapée par l'Allemagne. Elle souffre d'un déficit de compétitivité qui est dû à une chose très, très spécifique, c'est qu'elle a un coût élevé de main-d'œuvre, des charges sociales très élevées, le double de l'Allemagne par exemple, et puis un appel à des travailleurs non européens
payés avec au lance-pierre, beaucoup moins important que des pays comme l'Allemagne ou l'Espagne. Alors, je parle de cette question parce qu'en Touraine, où l'arboriculture et la viticulture sont des secteurs importants, il se trouve que ce sont des secteurs très consommateurs de main-d'œuvre. En arboriculture, en gros, la main-d'œuvre, c'est 40-45% des charges d'un agriculteur. Donc, c'est un problème important qui va au-delà de la PAC. Il s'agit là non plus de la PAC, mais il s'agit donc de cette harmonisation fiscale et sociale que nous attendons tous et qui se fera peut-être plus facilement avec le Brexit. Oui, peut-être. C'est un problème. En vous écoutant, je me dis, c'est vraiment, on retrouve partout, dans tous les domaines, les mêmes questions sur le coût du travail, sur les travailleurs détachés. C'est vraiment... Avec une évolution sur les travailleurs détachés, heureusement, grâce à nos parlementaires français d'ailleurs. Alors, j'ai oublié de vous poser une question fondamentale qui, évidemment, qui était l'évolution de la politique européenne, de la politique agricole européenne. Avant de vous parler de la France, j'aurais dû le faire dans l'autre sens. Et, excusez-moi, c'était... c'est pas grave. Ça aurait été plus logique. Mais est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu quelles sont les grandes évolutions, enfin, ou la grande évolution? Alors, plus logique, et d'autant plus venant d'une historienne. Oubliez une brève histoire de la PAC. Non, sans nous appesantir, on peut dire que la PAC, en gros, a eu cinq étapes. Une première étape des 20 premières années après sa naissance, en 62, c'est l'époque de la modernisation, de l'intensification agricole pour faire de l'Europe une grande puissance agricole, ce qu'elle est devenue. Mais avec la rançon du succès qui est cette fabrication d'excédents agricoles, ces montagnes de beurre et de lait en poudre dont on se souvient à l'époque, qui ont introduit donc une deuxième période à partir du début des années 80 où il a fallu limiter la production. Au contraire, donc on a institué des quotas pour la limiter. Et puis on a commencé à limiter les soutiens au marché, puisque les marchés se libéralisaient. Beaucoup d'autres États, en particulier les États-Unis et les pays latino-américains, intervenaient sur le marché et nous reprochaient d'avoir plus trop de subventions à ce secteur. Une troisième étape à partir des années 90, c'est la naissance de la politique qu'on a appelée agri-environnementale. C'est l'idée que l'agriculture avait été trop destructrice de nos eaux, de nos sols et de notre alimentation et qu'il fallait donc commencer à prendre en compte une agriculture durable, plus respectueuse de l'environnement. C'est là qu'est né le soutien à l'agriculture biologique. Oui. Au début des années 2000, quatrième phase, la PAC a évolué pour s'intéresser aux territoires ruraux, se disant que l'agriculture devenait de moins en moins importante dans les économies rurales de l'Europe, dans les territoires ruraux, et donc il fallait soutenir sa diversification vers d'autres types d'activités. Et enfin, aujourd'hui, on est donc sur une dynamique évolutive nouvelle, avec la question de plus en plus forte de la qualité des produits de consommation. Donc il faut que la PAC s'intéresse un peu plus à l'alimentation. Et puis avec cette idée qu'on doit valoriser l'agriculture par d'autres produits. Et en particulier, c'est l'idée de la production de biogaz, et donc toutes ces filières énergétiques qui permettent à l'agriculteur donc de respirer un peu financièrement, donc, puisqu'il valorise ses produits, et d'économiser de l'énergie sur la ferme. Donc en fait, c'est un peu l'agriculture qui n'est plus alimentaire. Voilà, c'est l'agriculture qui a d'autres fonctions que l'alimentation. Alors elle avait déjà une autre fonction. Oui, bien sûr. C'était l'entretien des paysages. L'entretien des paysages, oui. Qui ne nous coûte rien d'ailleurs par ailleurs, que les agriculteurs font bénévolement. Mais là, c'est une troisième idée qui est, on sort de l'agriculture, on sort de la nature directement, et on s'intéresse à la production d'énergie. Oui, donc vaste défi. Alors, quand on regarde les financements européens, maintenant, dans le cadre de la PAC, est-ce que vous pouvez un peu nous les présenter? Parce qu'ils sont importants, ces financements. Qui les distribue? Comment ça se passe? Quels sont les financements européens? Alors, avant peut-être de parler des financements, il faut voir comment cette aide se répartit aujourd'hui, cette PAC. Et en gros, aujourd'hui, cette PAC se répartit en deux volets. Un gros volet, 80% de son budget, en particulier, financé au niveau européen, mais national, directement par les États, et c'est de l'aide aux exploitations agricoles ou aux industries agroalimentaires en fonction de leur volume, à la superficie, etc.
Le deuxième type de financement, qui est né donc à partir des années 2000 et qui nous concerne de plus en plus, qui représente 20%, c'est le soutien au territoire. On appelle ça le deuxième pilier de la PAC. Et celui-là, donc, vise à, je le disais tout à l'heure, développer les territoires ruraux, assurer un équilibre entre les territoires, permettre de compenser des handicaps dans certains territoires, particulièrement dans nos zones de montagne, dans nos zones très, très isolées, donc du point de vue de la vie courante, à nos zones humides, par exemple, où il est très difficile d'assurer une production agricole. Et donc, tout ce soutien se fait à travers ce qu'on appelle le FEADER, Fonds européen agricole de développement rural, à ne pas confondre avec le FEDER que certains connaissent, qui est le Fonds européen de développement régional, mais non agricole. Et ce FEADER, donc, sa particularité est double. C'est que, tout d'abord, contrairement à l'aide aux revenus du premier pilier, des fameux 80% dont je parlais, celui-là n'est pas entièrement financé par l'Europe. Il est cofinancé par les États. Selon la richesse des régions, en gros, les États assurent entre 25 et 50% du financement. Donc, il faut trouver les budgets. Et contrairement à l'aide aux revenus, là, c'est une aide par projet. On bâtit des projets dans les différents domaines dont j'ai parlé tout à l'heure, agriculture biologique, installation des jeunes agriculteurs, etc. Enfin, dernière particularité, c'est géré au niveau des régions. Cette PAC. Depuis la décentralisation, ce sont les conseils régionaux, donc de plus en plus, qui prennent en charge la gestion des projets, alors que initialement, donc jusqu'à la réforme de 2014, la réforme territoriale de 2014, c'était les préfectures de région qui géraient cette PAC. Oui, en fait, les fonds européens sont maintenant qui se fait vers les régions. Et il est partiel pour l'instant, et bien sûr, les régions sont demandeuses dans le futur de gérer l'ensemble. De l'ensemble, oui. Alors, il nous reste à peine une minute. Pour conclure sur cette agriculture européenne, cette politique agricole, quel est pour vous le plus grand défi à venir ? Le plus grand défi à venir, je ne peux pas me limiter à un seul. Oui, mais disons, si j'en donnais trois. Oui. Je crois que le premier défi, c'est réellement de redonner une place importante aux agriculteurs sur les marchés mondiaux et dans les filières. C'est-à-dire sur les marchés mondiaux, les assurer du point de vue de la stabilisation des prix. Vous savez que les prix sont en yo-yo sur la plupart des grands marchés. Et à l'intérieur des filières, renforcer leur place par rapport aux transformateurs et surtout aux distributeurs qui sont concentrés et très puissants. Ça, c'est à mon avis le premier objectif. Le deuxième objectif, c'est de rendre le métier attractif. Il y a très peu de remplacements parce qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes se désintéressent de ce métier parce qu'il est difficile, parce qu'il est contraignant, parce que l'image de l'agriculteur dans la société n'est pas forcément très, très brillante. Et donc, je crois qu'il faut valoriser véritablement ce marché. Et troisième enjeu, et je finirai là-dessus, il faut répondre aux nouvelles attentes des consommateurs du point de vue de la qualité des produits, du respect de l'environnement, du bien-être animal. Ces demandes sont de plus en plus larges et de plus en plus fortes. Merci beaucoup. Cette émission est maintenant terminée. Donc, ce Parlons d'Europe était consacré à M. Patrick Salès sur la politique agricole, défi européen ou défi national. Et je rappelle qu'il est un ancien fonctionnaire de la Commission européenne, notamment pour être justifié pleinement cette émission. Je vous remercie. À bientôt.